Voilà, je voudrais remercier d'abord Emeline et tout le club de m'avoir invité ici, évidemment. Remercier aussi Yves qui a fait une introduction absolument splendide à mon exposé. Donc, il nous a parlé essentiellement des effets de stéroïdes dans le cerveau adulte. Et moi, j'ai beaucoup étudié cet aspect-là aussi, sur des modèles animaux, mais j'ai aussi beaucoup étudié les effets des stéroïdes pendant le développement, ce qu'on appelle les effets organisationnels, qui sont des effets irréversibles. Et je voudrais vous introduire brièvement sur ce sujet aujourd'hui, et vous expliquer comment toutes ces études qui ont été réalisées sur l'animal peuvent s'adapter, se transposer à l'homme, mutatis mutandis éventuellement. Alors, en fait, voilà, pas de déclaration d'intérêt, de conflit d'intérêt, puisque je ne suis pas supporté par les firmes pharmaceutiques, c'est de la recherche fondamentale à l'état pur. Alors, je voudrais essentiellement couvrir 3 questions aujourd'hui. D'une part, réaffirmer qu'il y a des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes, contrairement à ce qu'on entend encore trop souvent dans la littérature populaire, particulièrement en France d'ailleurs, mais en fait c'est présent partout dans le monde. Ceci étant, vous parlez de leur origine et de discuter de la grande question, est-ce les hormones, les gènes, est-ce que c'est biologique ou alors est-ce que c'est environnemental? C'est la grande question nature-culture évidemment qui agite les biologistes depuis une bonne centaine d'années. Et enfin, appliquer tout ça à la question de l'orientation sexuelle, donc homosexualité, hétérosexualité. Alors, différence dans le volume du cerveau. On entend très souvent évidemment que les cerveaux des hommes est plus gros parce qu'ils sont plus grands. C'est vrai en partie évidemment, une relation entre la taille et le poids du cerveau ou le volume du cerveau. Mais on se rend compte que pour une taille donnée, si vous prenez les 2 droites de régression, il y a une différence d'environ 100 grammes entre cerveau homme et cerveau de femme. Ceci ne voulant pas dire d'ailleurs que les hommes sont plus intelligents que les femmes, il n'y a à peu près pas de relation entre le QI et la taille du cerveau, c'est 4% de la variance qui est expliquée, quelque chose comme ça. Alors on dit aussi que cette différence est liée à des expériences différentes, etc., que c'est culturel, mais en fait ces différences se retrouvent dès la naissance. Le volume intracrânien est 6% plus grand chez les garçons que chez les petites filles. Et ceci est associé à des différences régionales, donc qui vont dans un sens ou dans l'autre. Donc ce n'est pas uniquement c'est mieux chez les garçons, quoi. Les 2 existent, c'est juste différent. Et ceci se fait après correction pour le poids, qui d'ailleurs n'est pas très différent à la naissance. Donc voilà. Alors évidemment, il y a des dizaines d'études là-dessus qui ont été réalisées sur des milliers ou des dizaines de milliers de cas maintenant qu'on a des données d'imagerie médicale. Donc là, la question le problème ne fait plus question. Alors on a un nombre plus limité d'études où on a pu étudier par histologie, par immunocytochimie, etc., le cerveau des hommes et des femmes, après avoir étudié bien sûr le cerveau de différents modèles animaux, où on retrouve toute une série de différences. J'en ai repris une seule ici qui est liée à la reproduction et même à l'identité de genre, mais je n'entrerai pas dans cette discussion aujourd'hui. Si on marque le noyau de la strie terminale par le polypeptide intestinal, on se rend compte que ce noyau est beaucoup plus marqué chez l'homme que chez la femme. C'est du travail de Dick Swab à l'Université d'Amsterdam. Et enfin, les techniques d'imagerie permettent maintenant d'analyser, en plus de la structure, d'analyser la connectivité du cerveau. Et ceci, c'est le résultat d'une étude donc, qui comportait plus de 400 à 500 patients, enfin hommes et femmes sains autant qu'on sache. Donc c'est un nombre important de sujets. Et on se rend compte que préférentiellement, et pas exclusivement évidemment, le cerveau des hommes a des connexions qui sont antéro-postérieures, alors que le cerveau des femmes a des connexions qui sont bilatérales. Tout ceci étant évidemment, toutes ces différences sont des différences statistiquement significatives, reproductibles, mais ce sont des différences quantitatives, pas qualitatives évidemment. Il y a toujours recouvrement entre les valeurs extrêmes des 2 sexes. Donc si la valeur est plus grande chez l'homme, les valeurs les plus basses de l'homme seront en superposition avec les valeurs des femmes. Alors, tout ceci, évidemment, implique des différences fonctionnelles qui sont très, très nombreuses. Il y a des centaines, des milliers d'articles sur le sujet. Je les envisagerai en même temps que j'envisagerai les causes de manière à économiser un peu de temps. Alors, grande question, donc, quelle est l'origine de toutes ces différences?
Chez l'homme, évidemment, on ne peut pas expérimenter sur le sujet pour des raisons éthiques assez évidentes qui, on l'espère, continueront à prévaloir. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est soit analyser des cas cliniques et corréler avec des perturbations endocrines, génétiques, etc., ou alors corréler des traits différenciés entre eux, et quand on sait que l'un est contrôlé par des gènes ou par des hormones, on peut se dire que si l'autre est corrélé, il doit aussi être affecté. Mais évidemment, tout ça est uniquement corrélatif, et si on veut interpréter ces corrélations, il faut des études causales chez l'animal. Alors je vous présente 3-4 dias sur les études animales. Évidemment, c'est l'essentiel de mes connaissances, mais on ne peut pas entrer là-dedans très longtemps. Alors, un modèle qui a été très largement étudié, c'est le comportement sexuel du rat. Ça fait 40 ans qu'on étudie ça en détail. Bon, si vous mettez un rat mâle et un rat femelle en présence, ils vont faire des comportements très différents. Donc, le mâle va renifler la région génitale de la femelle, la monter. La femelle va adopter une posture de lordose qu'on voit ici. Donc, elle relève l'arrière-train pour permettre la copulation. Puis, il y aura copulation, évidemment. Alors, en fait, on a pensé jusqu'en 1970 essentiellement que ces différences étaient dues au fait que les mâles avaient de la testostérone et les femelles avec l'œstradiol à l'âge adulte. Donc, c'est les effets dont a parlé Yves. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe, parce que si vous castrez, ovarectomisez, donc c'est les procédures qui ont été décrites antérieurement, les mâles et les femelles, et puis que vous les traitez avec un même régime d'hormones, si vous prenez ici la ligne supérieure, un mâle qui s'est développé sans aucun traitement va me présenter des comportements de type mâle en réponse à la testostérone, mais si vous le traitez avec de l'œstradiol, il ne présentera pas ces comportements. Et inversement, les femelles, en réponse à la testostérone, ne présenteront pas les comportements de type mâle, mais présenteront les comportements de type femelle. Et cette différence, elle n'est pas génétique, mais elle est organisée par l'action des stéroïdes pendant la semaine qui précède et qui suit la naissance, chez le rat. Chez d'autres espèces, ça va être à des moments un peu différents. Et donc, si vous traitez un rat femelle avec de l'œstradiol ou de la progestérone, vous obtenez ce qu'on appelle une femelle masculinisée, et donc cette femelle maintenant sera capable à l'âge adulte de répondre à la testostérone en présentant des comportements de type mâle, mais ne sera plus capable de présenter des comportements de type femelle en réponse à l'œstradiol. Et inversement, si vous castrez le mâle à la naissance, vous avez un mâle non masculinisé. Donc ceci, c'est la dia la plus importante de tout mon exposé essentiellement, parce que ce sont des effets qui sont importants, qui se produisent pendant une période donnée de la vie qui correspond à un stade de croissance du cerveau, et ce sont des effets qui sont essentiellement irréversibles. Alors ces effets affectent également la structure du cerveau. Juste un exemple, le travail de Roger Gorski à l'Université de Californie, Los Angeles, a montré que dans l'aire préoptique, il existe un groupe de neurones qu'il a appelé le noyau sexuellement dimorphique de l'aire préoptique, SDNPOA, qui est 5 fois plus volumineux chez le mâle que chez la femelle. Mais si une femelle est traitée par de la testostérone, également par de l'œstradiol d'ailleurs, dans la période périnatale, elle développe un noyau dimorphique qui est de la taille masculine. Et alors ce noyau ne se modifiera plus le reste de la vie. Si vous castrez, si vous traitez les animaux avec des hormones à l'âge adulte, ça n'a aucun effet. Alors, c'est donc essentiellement l'idée que le sexe génétique induit le sexe des gonades, donc le chromosome Y porte un gène de série Y qui va induire la présence d'un testicule. Ce testicule va sécréter la testostérone qui induira toutes les caractéristiques comportementales du mâle. Alors ça, c'était où on en était. Donc c'est un vieux modèle qui a été établi pour des données morphologiques dès 1950. Ça, c'était le modèle jusqu'aux années 2000 à peu près. Et puis on a découvert une chose assez surprenante, qui était cet oiseau, donc qui est un oiseau qu'on appelle le diamant mandarin, et qui en fait est sexuellement dimorphique à l'état normal. Les mâles en B ici ont une joue rouge et une poitrine zébrée, les femelles n'ont pas cette joue rouge, n'ont pas la poitrine zébrée. Et cet individu était coupé en deux par le milieu, et était mâle d'un côté et femelle de l'autre. Alors il est bien évident que les deux côtés avaient été exposés au même niveau de stéroïdes, donc ça ne pouvait pas être un effet des stéroïdes, ça devait être un effet direct des gènes. Le groupe qui a étudié cet oiseau, qui est le groupe d'Art Arnold à l'UCLA, a montré que les gènes mâles et femelles s'exprimaient effectivement de façon différentielle dans les parties gauche et droite du cerveau. Et à partir de là, ils ont créé des modèles de souris où on a pu manipuler les effets d'hormones et les effets de gènes indépendamment. C'est le modèle des 4 génotypes de base. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de ça. Mais on a pu montrer que ces effets génétiques directs qui ne sont pas médiés par des
hormones stéroïdes sont aussi importants et affectent notamment le développement de toute une série de maladies neurologiques qui sont sexuellement différenciées. Alors donc on a une version plus complète où on garde évidemment les effets des hormones via les gonades et via qui a du sexe phénotypique, mais il y a des effets directs qui ne sont pas médiés par ces effets de stéroïdes, ces effets précoces de stéroïdes. Alors, bon, vous direz que c'est très bien, mais tout ça, mais c'est évidemment chez l'animal, c'est chez le rat, chez la souris, chez l'oiseau. Moi, ça ne me tracasse pas très fort, puisqu'on est dans un congrès de neurologie. Tout ceci vaut également chez l'homme. Alors, chez l'homme, il ne fait pas question que la différenciation des structures génitales dépend des effets précoces de la testostérone. Bon. Alors, comment est-ce qu'on le sait? On le sait parce que chez le rat, c'est le cas, mais on le sait aussi parce qu'on a des modèles cliniques. On a des maladies endocrines qui modifient le contenu et les taux circulants de testostérone, notamment pendant la vie embryonnaire. Et un des cas bien connus, c'est le cas de l'hyperplasie congénitale des surrénales, où les petites filles donc, sont exposées à des taux élevés de testostérone. Et on remarque dans ce cas-là qu'elles développent des structures génitales qui, dans les cas les plus graves, vont être complètement masculines, en fait. Inversement, on a le syndrome c'est une, je ne retombe plus sur les termes de l'abréviation, mais c'est une mutation du récepteur des androgènes qui fait que la testostérone ne peut plus agir du tout dans l'organisme. Et vous avez donc des garçons XY qui ont des taux circulants de testostérone parfaitement normaux, mais qui ont des structures génitales parfaitement féminines. Alors, est-ce que tout ça a des effets aussi au niveau comportemental, au niveau cognitif? Ici, évidemment, on ne peut pas expérimenter, mais on a de nouveau ces cas cliniques. Donc, on a ce problème de cette question de cette maladie de l'hyperplasie congénitale des surrénales qui expose les petites filles à trop d'androgènes. Il y a d'autres cas cliniques que je n'aurai pas le temps de traiter ici, évidemment, parce que mon exposé au départ fait 1h30, 2 heures, donc on n'a pas le temps. Je vous parle juste de l'hyperplasie des surrénales. En fait, si vous donnez des crayons de couleur à un petit garçon et une petite fille à l'âge de 5-6 ans, vous vous rendrez compte que les garçons et les filles vont faire des dessins qui sont très différents. Bon, les garçons, comme vous le voyez ici en haut à gauche, vont dessiner des objets mobiles essentiellement. Les filles vont dessiner des fleurs, des personnages, avec des couleurs chaudes et des couleurs froides, d'ailleurs, selon les sexes. Et ce n'est pas anecdotique, puisque si vous faites une étude quantitative, vous vous rendez compte que dans les dessins de garçons, il y a 92% ou 94% pour Outre-qui-est-vrai, de dessins qui contiennent des objets mobiles contre 4% chez les filles. Inversement, des personnages, vous avez 96-96% chez les filles et 26% chez les garçons. Si vous faites la même étude chez des filles qui souffrent donc de cette hyperplasie des surrénales, vous vous rendez compte que les dessins sont très, très manifestement masculinisés. C'est là, la colonne de droite ici, c'est issu d'une étude japonaise d'enfants âgés de 5 ans. Par ailleurs, les jeux enfantins, tout le monde, les petits garçons et les petites filles ont des jeux différents, évidemment. Les garçons jouent au ballon avec des voitures, les filles à la poupée, avec des fleurs. Tout le monde considère, bien entendu, que tout ça est strictement environnemental et déterminé par les parents et le type de jeu que les parents donnent aux enfants. Il y a 2 études qui ont montré qu'on retrouve la même différence dans 2 espèces de singes. Ces 2 études indépendantes qui ont été réalisées dans 2 laboratoires différents. Donc les singes mâles jouent avec des objets mobiles et les singes femelles avec des pluches. Et par ailleurs, si vous reprenez de nouveau le cas des filles donc, avec hyperplasie congénitale, des surrénales, vous vous rendez compte que ces filles, donc, que les garçons jouent plus avec les jeux de garçons, les garçons contrôlent, jouent plus avec les jeux de garçons que les filles contrôlent, mais les filles HCS, donc les filles avec hyperplasie, jouent beaucoup plus avec les jeux de type garçon que les filles contrôlent. Et inversement, pour les jeux de filles, les filles HCS jouent beaucoup moins avec les jeux de filles qu'avec les jeux de garçons. Alors il y a des constructs plus sophistiqués, cognitifs plus sophistiqués, comme par exemple l'empathie. L'empathie a été théorisée par un laboratoire de Simon Baron-Cohen à l'université de Cambridge en Angleterre.
Et il a montré donc par des tests qui consistent essentiellement à essayer de deviner quelle est l'expression exprimée par des yeux qu'on présente comme ça. Il a montré que les garçons sont moins doués à ce genre de test que les filles, mais en plus que cette différence sexuelle est corrélée à la testostérone prénatale. Donc ça, c'est de la testostérone fœtale qui a été mesurée au 2e trimestre. Et vous voyez que les points bleus, les points des garçons sont effectivement... Non, il n'y a pas moyen de montrer avec le curseur, sinon ça déplace à la dia suivante. Les garçons donc, ont plus de testostérone sur l'axe horizontal que les filles en moyenne, mais si vous reliez ça au quotient d'empathie, vous vous rendez compte que les quotients d'empathie les plus élevés sont associés aux taux fétaux de testostérone les plus bas, et ça c'est réalisé donc à l'âge de 6 ou 8 ans. À cet âge-là, évidemment, il y a eu place pour des tas d'influences culturelles, et de toute évidence, la testostérone prénatale... ça pourrait aider, tiens. Oui, mais je crois qu'on ne voit pas grand-chose. Merci, c'est gentil, mais je crois qu'on ne voit pas grand-chose. C'est comme ça. De toute façon, on voit bien. Oui, enfin, bon, voilà les points rouges, donc, sont associés à des plus hauts coefficients d'empathie quand il y a des taux plus bas de testostérone. Ça n'explique pas toute la variance, évidemment. Il n'y a que 20% de la variance qui est expliquée par la testostérone prénatale, mais il y a tout de même une corrélation. Et inversement, si vous faites des tests de systématisation, donc c'est l'aptitude à identifier des règles dans des objets géométriques et des choses comme ça, ben vous vous rendez compte à nouveau donc, que les garçons qui ont des taux de testostérone plus élevés que les filles, les garçons ont des scores de systématisation qui sont plus élevés, et les deux donc, sont corrélés de nouveau dans les études avec la testostérone fœtale. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples au niveau cognitif. Il y a des centaines d'articles sur le sujet. Dans tous ces cas, il y a superposition entre les taux et les coefficients cognitifs chez les garçons et chez les filles, bien entendu. Mais à la moyenne, il y a des différences, et ces différences ont un impact au niveau de la structure de la société. Alors maintenant, 3e point, l'orientation sexuelle, qui est le sujet qui, en général, fâche encore plus que le reste. Parce que, bon, des tas de gens, évidemment, dont les psychanalystes ont considéré que l'orientation sexuelle était déterminée par la vie postnatale, par un complexe d'Oedipe non résolu et par des choses comme ça, pour lesquelles il n'y a absolument aucune donnée expérimentale qui vienne en soutien. Et donc, on a de nouveau... pour montrer que l'orientation sexuelle a une base biologique, et ici je pense que la base biologique est beaucoup plus forte encore que dans les aspects cognitifs que j'ai présentés avant. On a pour ça, on a des études chez l'animal, évidemment, toujours, qui sont les études causales qui vont permettre d'interpréter, mais on a aussi donc les maladies endocrines prénatales, et on a également la corrélation avec d'autres très différenciés. Je vais vous donner quelques exemples de données qui sont disponibles. Alors, les études chez l'animal, une seule étude, c'est une étude de Judy Bakker à l'université de Rotterdam, quand elle faisait sa thèse. Elle a montré que si on fait un test de préférence chez le rat, où on donne à un rat mâle la possibilité d'interagir soit avec une femelle, soit avec un mâle dans les compartiments adjacents, et les animaux stimuli sont bloqués, sont liés par un harnais, mais on se rend compte que, bien entendu, les mâles vont passer plus de temps avec la femelle en œstrus, les femelles vont passer plus de temps avec le mâle, et ils vont s'accoupler dans les deux cas. Mais si vous traitez les mâles avec un inhibiteur de l'aromatase, qui est un vieil inhibiteur de l'aromatase, l'androstatriendione, mais on l'a refait avec des inhibiteurs plus récents, vous bloquez donc l'action de l'œstradiol pendant la vie périnatale. Ça doit se faire pendant les 2 semaines qui entourent la naissance, et vous vous rendez compte que ces mâles donc, sont féminisés quant à leur préférence de partenaires sexuels. Il y a des données similaires qui ont été faites chez les femelles, ça a été refait chez la souris, ça a été refait chez le singe, donc ça a l'air de tenir la route. Ceci étant, ça n'a pas été fait chez l'homme, puisqu'on ne peut pas évidemment s'amuser à traiter des embryons humains avec de la testostérone ou de l'œstradiol, si ce n'est pour des raisons médicales. Alors, que sait-on des maladies endocrines qui modifient le milieu hormonal prénatal et quelle est leur influence sur l'orientation sexuelle? On a de nouveau donc, toutes ces maladies, tous ces cas cliniques qui sont associés à des modifications de l'orientation. Je vous donne 2 exemples, évidemment c'est ceux qui sont en rouge ici. Donc de nouveau l'hyperplasie
des surrénales qui existent dans différentes formes, donc depuis la non classique jusqu'à la forme la plus sévère avec perte de sel, qui est donc la forme qui est associée au plus haut taux de testostérone prénatal et à la masculinisation des structures génitales les plus importantes. Alors il faut noter ici évidemment que tous ces cas dans les sociétés occidentales sont opérés en néonatal parce qu'il y a des problèmes de balance hydrique, etc., qui font qu'on doit régulariser la situation hormonale en redonnant des corticostéroïdes qui, par effet négatif feedback, vont rebloquer la testostérone, et on restructure les structures génitales. Alors, si c'est une petite fille qui avait développé un pénis, il y aura résection du pénis et reconstruction d'un vagin. Quand on reprend les individus à l'âge adulte, on se rend compte que pour un taux d'homosexualité, de non-hétérosexualité stricte de 10%, de 5 à 10% dans les populations contrôle, on a un pourcentage croissant qui va jusqu'à 40% d'individus donc, qui étaient affectés par cette hyperplasie des surrénales qui présentent une orientation sexuelle et une orientation homosexuelle, donc qui sont intéressés sexuellement par les femmes, des femmes intéressées par les femmes. Inversement, chez les garçons, on a une maladie assez rare, c'est une maladie génétique qui en fait entraîne une malformation de la vessie et de tout le bassin, donc les structures génitales ne sont pas structurées, etc. C'est des cas extrêmement graves de malformation. Mais le testicule est normal dans tous ces cas et sécrète de la testostérone en principe de façon normale. Et ces individus donc étaient, alors maintenant il y a une grosse discussion éthique pour savoir ce qu'on doit faire de ces individus à la naissance, mais étaient automatiquement corrigés chirurgicalement, ça c'était indispensable, et réassigner un sexe féminin, même si c'était des garçons, parce que chirurgicalement c'était plus facile de faire des filles que de faire des garçons, pour des raisons assez évidentes. Et on se rend compte que quand on reprend ces individus à l'âge adulte, ils sont tous ou exclusivement ou de façon prédominante attirés sexuellement par des femmes, donc ils ont une attraction sexuelle et une orientation sexuelle typiquement masculine, bien qu'ils aient été élevés comme filles pendant toute leur jeunesse et jusqu'à l'adolescence. Ça inclut même à l'adolescence des traitements avec des œstrogènes, etc., pour développer la poitrine et tout ça. Donc on se retrouve avec une correspondance de l'orientation sexuelle qui correspond au sexe génétique, qui correspond également ici au sexe hormonal embryonnaire, puisque le testicule était normal, mais on a ces influences donc, qui déterminent apparemment ou qui influencent de façon extrêmement importante l'orientation sexuelle. Alors si on prend le deuxième type d'approche, les différences sexuelles affectées dans l'homosexualité, il y a certaines différences qui existent chez l'homme entre hommes et femmes, dont on sait qu'elles sont contrôlées par la testostérone prénatale, et donc si on a une corrélation avec ça, avec cet aspect-là, on pourra se dire que l'orientation sexuelle est peut-être liée à ça. Et il y a en fait des corrélations comme ça, il y a des centaines de papiers qui en ont établi. Je vais vous en présenter 3 donc, qui sont en rouge ici, qui sont une différence morphologique, une différence fonctionnelle et une différence structurale dans le cerveau. Rapport 2D, 4D. Alors, rapport 2D, 4D, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport entre la longueur du deuxième et du quatrième doigt de la main droite. Ça ne marche qu'à la main droite pour une raison qui n'est pas connue, mais il y a une latéralisation. Ce rapport est plus faible, donc le doigt 2 est plus court chez les hommes que chez les femmes. En moyenne. Alors attention, en moyenne. Ma femme est plus masculine que moi à ce jeu-là, donc ce n'est pas la peine de regarder vous pouvez regarder votre main si ça vous amuse. Ça ne marche pas au niveau individuel, donc on ne peut pas prévoir le sexe d'un individu et encore moins son orientation sexuelle en regardant sa main. Mais si on travaille au niveau population, il y a une taille d'effet de 0,4 à peu près. Donc à partir de 80 à 100 individus, vous avez cette différence qui va apparaître. Et donc, mais c'est une différence qui est assez minime, puisque vous voyez ici que la moyenne chez les hommes est de 0,95 et la moyenne chez les femmes est de 0,97. Donc c'est faible, ça explique une petite partie de la variance, mais les femmes lesbiennes ont un rapport 2D-4D qui est masculinisé. C'est statistiquement reproductible, ça n'explique qu'une partie de la variance, mais ça suggère qu'elles ont été exposées à plus de testostérone pendant la vie embryonnaire. On sait par ailleurs que les individus insensibles à la testostérone ont un rapport féminisé, que les filles HCS ont un rapport masculinisé,
qu'on peut traiter expérimentalement des singes et qu'on obtient cet effet sur la longueur des doigts, etc. Donc c'est tout à fait clair. Autre chose, les émissions auto-acoustiques. Bon, l'oreille interne sert évidemment à entendre, mais il y a aussi des clics qui sont émis par les cils au moment où il y a déplacement de la membrane tympanique avec le reste de l'oreille. Ces clics peuvent être enregistrés en mettant simplement un petit microphone dans l'oreille. On ne les entend pas, nous, parce que c'est le bruit de l'univers, pardon, on n'est pas sensible. Mais ces clics auto-acoustiques donc, sont beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Ici, la taille d'effet est beaucoup plus grande. Et chez les femmes lesbiennes, chez les femmes homosexuelles, ces clics sont masculinisés. On a montré la même chose chez le mouton traité à la testostérone de façon prénatale, chez le singe rhésus traité à la testostérone prénatale, et chez le rat traité à la testostérone de façon prénatale. Ça suggère que, et alors dans l'autre sexe, chez les hommes, on a retrouvé chez l'homme, dans l'aire préoptique, un noyau sexuellement différencié, donc plus volumineux chez l'homme que chez la femme. Donc c'est ici, voilà, c'est ces points-là. Vous avez ici les points expérimentaux, c'est le travail de Simon Levé à UCLA de nouveau, ou UCSF plutôt. Il avait à l'époque pu obtenir les cerveaux de 18 hommes morts, évidemment ça ne se fait que sur un individu mort, personne ne donne son cerveau, et on ne sait pas voir ce noyau, il est trop petit pour le voir en imagerie médicale encore aujourd'hui. Et ces hommes homosexuels avaient une taille moyenne qui était de taille masculine, étant entendu qu'il y avait, comme dans toutes les différences dont je vous parle ici, des variations individuelles importantes. Alors on avait dit que la différence homosexuelle était liée au sida, parce que tous ces individus étaient morts du sida, donc tous les points noirs, c'est des morts du sida. Ça s'est passé dans les années 80 à San Francisco, donc c'était l'époque où l'épidémie faisait rage. Mais on se rend compte qu'il y avait aussi dans les contrôles des individus qui étaient à différents niveaux, donc ce n'est probablement pas l'explication. Cette étude n'a malheureusement été que partiellement répliquée. On attendrait d'autres données, mais c'est très difficile d'avoir des banques de cerveau et d'étudier ça. Enfin, en plus, maintenant, les banques de cerveau existent aux États-Unis, mais c'est même pas la peine d'y penser. Donc, alors, enfin, dernier facteur qui potentiellement influence l'orientation sexuelle, la génétique. Très difficile, évidemment, d'étudier le phénomène chez l'homme, puisqu'on ne peut pas manipuler génétiquement des individus humains. Mais il y a une manipulation qu'on peut faire, une étude qu'on peut faire, c'est de comparer les vrais et les faux jumeaux. Les vrais jumeaux ayant le même matériel génétique, les faux jumeaux étant aussi différents que des frères nés à des moments différents. La première étude avait montré une concordance de 100% chez les vrais jumeaux et de 10% chez les faux jumeaux. Alors 100%, ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous homosexuels, mais que ça veut dire que si un l'était, l'autre l'était aussi, évidemment. Il faut tout de même lire ceci de façon, c'est un taux de concordance. On n'a jamais retrouvé ce taux de concordance dans les études successives, mais on a toujours trouvé, par contre, une différence entre les vrais jumeaux et les faux jumeaux, qui est toujours en faveur des vrais jumeaux. Donc les vrais jumeaux partagent plus la même orientation sexuelle que les faux jumeaux. On a refait les études en étant beaucoup plus spécifique sur les façons de sélectionner les individus, et ça donne le même résultat essentiellement. Alors donc on sait qu'il y a une composante génétique. Maintenant, quelle est-elle? On gratte depuis 30 ans pour le savoir, et on n'a pas une réponse finale. La première réponse qui est arrivée, c'était un papier de Dean Hammer en 1993 qui avait montré qu'il y avait une région terminale du chromosome X qui était associée à l'homosexualité. Donc c'est une variabilité génétique dans la région terminale du chromosome X associée à l'homosexualité. Alors c'était des homosexuels qui étaient à héritage maternel. Donc il y avait plus d'homosexuels dans la lignée maternelle que dans la lignée paternelle. Et c'est vrai dans tous les cas, dans toutes les études épidémiologiques qui ont été faites. Donc cette différence a été retrouvée dans toutes les études sauf une. La méta-analyse montre un effet tout à fait significatif. Depuis, on a évidemment développé des outils de biologie moléculaire qui permettent de faire du séquençage de haute volée. Il y a des tas d'études qui ont été publiées et qui montrent des associations entre des variants génétiques et l'homosexualité. Je vous en montre juste une, il y en a toute une série. Et hélas, elles ne sont pas toutes d'accord entre elles. Il y a beaucoup de variabilité entre les résultats qui dépend en partie de problèmes méthodologiques. La définition de l'homosexualité qu'on fait est évidemment critique. Mais on a retrouvé, en tout cas dans cette étude-ci, l'association avec un site sur le chromosome 23, le chromosome X, mais aussi quelque chose dans le chromosome 8, etc. Bon, je vous passe tout le détail parce qu'il n'y a pas de conclusion nette à ce niveau.
une dernière donnée, et puis je vais vous laisser. Un dernier mécanisme qui est connu et qui est très bien établi de corrélation, une dernière corrélation entre l'homosexualité masculine et un phénomène biologique, c'est ce qu'on appelle l'effet des grands frères, l'older brother effect. Pour chaque enfant de sexe masculin né de la même mère, il y a une augmentation de 33% de l'incidence d'homosexualité. Alors, tous les mots sont importants, c'est enfant de sexe masculin né de la même mère, parce que sinon ça ne marche pas. Donc si un ménage se sépare par exemple et que l'homme recommence à avoir des enfants avec une autre femme, le compteur est remis à 0. Alors ce n'est pas les enfants plus âgés n'ont pas d'influence, donc ce n'est pas le fait d'avoir été élevé avec 4 frères qui a une importance, c'est le fait d'avoir été élevé avec des frères d'être né après d'autres frères. Et en fait, donc, les auteurs, le premier qui a identifié ce travail, c'est Ray Blanchard. Ici, il y a plus de 40 ans qu'il travaille sur le sujet. Il a 16 000 cas maintenant qui ont été étudiés, etc. Toutes les études montrent le même phénomène. Et ils en sont arrivés essentiellement à proposer un mécanisme. Ce n'est pas un mécanisme qui est démontré parce qu'on ne peut pas le démontrer, mais ce serait en fait une immunisation progressive de la mère contre un antigène de type mâle, donc un antigène dont la protéine, dont l'ADN est sur le chromosome Y. Et la protéine qui a été mise en évidence et qui serait la protéine responsable serait la neuroligine 4, qui est une protéine qui est en fait impliquée dans les jonctions synaptiques, dans le fonctionnement des jonctions synaptiques. Il y aura en fait une immunisation progressive contre la neuroligine 4 qui ferait que pour chaque enfant masculin né, ce taux de neuroligine augmenterait et la probabilité d'homosexualité augmenterait. Ils ont dosé ces anticorps dans le sang de mères nullipares, multipares, de mères qui avaient eu des enfants mâles, des enfants féminins, qui avaient eu des enfants homosexuels, et effectivement, ils retrouvent une corrélation avec cette neuroligine 4. Alors, que faut-il retenir de tout ceci si vous devez retenir quelque chose, parce que ça fait beaucoup de données et ce n'est qu'un petit aspect de ce qui est disponible. Bon, ce n'est pas l'environnement ou la biologie. Je ne suis pas en train d'essayer de vous démontrer que l'environnement, l'éducation, la société n'a pas d'effet sur les différences sexuelles. Elles ont bien entendu un effet majeur. Mais ces effets environnementaux se produisent sur des différences qui sont présentes à la naissance et qui les amplifient. Donc c'est environnement et biologie. Par ailleurs, les différences entre sexes dont j'ai parlé sont toujours des différences avec recouvrement, je vous l'ai dit. Donc elles ne justifient en rien une discrimination. Si les hommes sont plus doués pour les visions tridimensionnelles, ce qui a l'air d'être établi dans des dizaines d'études, ça ne veut pas dire qu'une femme ne sera pas meilleure qu'un homme dans cette situation-là. Il y en a d'ailleurs maintenant des femmes cosmonautes ou astronautes qui se débrouillent très bien dans un environnement tridimensionnel, etc. Donc ça ne justifie aucune discrimination. Mais certaines des différences à la moyenne sont tout de même d'origine biologique, en tout cas partiellement, et donc potentiellement incompressibles, sauf de vouloir traiter tous les embryons féminins avec de la testostérone, ce qui n'est évidemment pas recommandé. Ça a été fait dans l'Allemagne nazie, ça a été fait, mais on n'en parlera pas. Alors il faut donc, si ces différences sont incompressibles, il faut je pourrais vous donner les exemples, mais on pourra si on veut après. Il faut donc se battre pour une égalité de droits entre les sexes, évidemment, et entre les genres. Moi, je ne parle pas du problème de genre ici, parce que ça nous amènerait loin aussi. Mais égalité de droits, mais il n'y a pas identité des parcours. Et on ne doit pas, je ne pense pas que la société doive nécessairement tendre à ce que tout le monde fasse exactement la même chose. Il y a des spécificités d'empathie et de systématisation, par exemple, qui doivent être respectées et qui permettent d'avoir une plus grande richesse dans la société. Et enfin, les différences d'origine. Les différences d'orientation sexuelle sont largement d'origine biologique. Moi, je pense qu'elles sont à 80-90% d'origine biologique. On n'a jamais trouvé d'aspect de l'éducation qui puisse influencer le phénomène. Il y en a peut-être, mais ils n'ont pas été découverts. Donc, ça veut donc dire que les programmes de conversion sont toujours inefficaces, bien entendu, puisque le déterminisme biologique s'est produit pendant la vie prénatale ou périnatale et il est irréversible. Et les parents ne sont pas responsables d'une éducation foireuse qui aurait induit leur gosse à être homosexuel, ce qui est un truc que les psychanalystes ont largement utilisé pour culpabiliser les gens. Bon, je vais vous laisser là avec cette pensée, qui est une pensée donc de Théodosius Dobzhansky,
qui a dit « Nothing in biology makes sense except in the light of evolution ». Donc, pour moi, en tant que biologiste, je pense que l'orientation sexuelle est quelque chose de tellement important pour la survie, la reproduction et la survie de l'espèce, qu'il serait tout à fait impensable que ceci soit sous le contrôle de mécanismes environnementaux, de mécanismes de l'éducation. Ça doit être sous un contrôle beaucoup plus strict qui est de nature biologique. Ceci était un résumé très bref de ce que j'ai comme information sur le sujet. J'ai toute une série d'autres conférences qui sont disponibles sur YouTube, donc il suffit de taper mon nom dans YouTube, ou alors mon site web, ou alors les bouquins si vous êtes vraiment passionné. Merci beaucoup pour votre attention.